voto e voto uma opinião. En effet, ce sur quoi repose donc la logique électorale à l'heure actuelle, Aquilo em que se baseia a lógica eleitoral atualmente c'est d'une part effectivement que a le droit de vote un homme, disons plutôt, pour être politiquement correct maintenant, une personne. é que tem direito ao voto, para sermos politicamente corretos, não digamos um homem, mas uma pessoa. Et donc ça veut dire qu'effectivement, chaque individu biologique Isso significa que cada indivíduo biológico est effectivement considéré comme possesseur é efetivamente considerado como possuidor de la possibilité effectivement donc d'exercer un droit qui s'appelle effectivement le droit de vote. da possibilidade de exercer um direito, que é o direito de voto. Alors on verra que il s'agit d'un premier problème, c'est comment former ce corps électoral. Vocês Comment verão que se trata de um primeiro problema, ver como se forma este corpo eleitoral. comment le configurer. On a déjà un petit peu défloré le sujet puisque je vous ai donné un certain nombre d'éléments sur la manière dont le corps électoral Como avait été configurar, conçu en France. eu já dei a vocês uma série de elementos para mostrar como o Código Eleitoral foi concebido na França. Alors deuxième chose, en ce qui concerne donc cette formule, un homme, une voix, Segundo ponto, no que diz respeito a esta fórmula, um homem, um voto, il s'agit à la fois donc de la question double de la mobilisation électorale, de la manière dont on a amené les individus qui avaient le droit à exercer ce droit, trata-se da forma dupla como se levaram essas pessoas a exercer este direito, et donc également comment ces individus se sont appropriés ce droit, e também da forma como esses indivíduos se apropriaram desse direito. c'est-à-dire en quelque sorte c'est comment, comme le rappelle par exemple un ouvrage collectif auquel j'ai collaboré, How did they become voters? Comment sont-ils devenus des électeurs? Ou seja, é o assunto de uma obra coletiva da qual eu participei e que versa sobre o tema como se formaram os eleitores. Et troisième chose, c'est une opinion. Terceiro ponto, então, é uma opinião. En effet, lorsque on interprète les élections, on donne effectivement donc cet ensemble de voix qui s'est porté sur tel parti, sur tel Quando se candidat. interpreta uma eleição, vê-se então o número de votos dado a tal partido ou a tal candidato, Bien comme l'expression d'une opinion politique. assim, ou como sendo a expressão de uma opinião política. Ce qui veut dire que, à travers justement la formation donc, de ce qu'on appelle les électorats, O que significa que na formação do que se chama os eleitorados, donc on va effectivement avoir un électorat PTB, on va avoir un électorat PT, etc., etc. nós teremos um eleitorado, então, PTB ou PT, etc., Et etc. donc on va inférer de ces multiples votes l'idée de politisation. Si les électeurs ont voté pour tel ou tel parti, on va estimer qu'ils ont émis une opinion et qu'ils sont d'accord avec ce que dit ce parti. Vamos, a partir deste número de votos dado a tal candidato ou a tal partido, generalizar uma opinião, imaginando que se tantos cidadãos deram seu voto a este indivíduo, a este partido, é porque ali nós temos a expressão de uma opinião política. Et donc vous voyez que pour qu'il existe des élections, il faut bien entendu des électeurs, E vocês veem, então, para que haja opinião, para que haja eleições, é preciso, em primeiro lugar, eleitores, il faut bien entendu aussi des hommes politiques pour recueillir ces voix, homens políticos que recolham estes votos, et puis bien entendu aussi il faut en quelque sorte un ensemble de commentateurs e também um conjunto de comentadores qui vont expliquer ce que c'est, ce que les Brésiliens, ce que les Français ont bien voulu dire en exprimant justement leur voix, en donnant leur voix à tel ou tel type de candidat, que ou vão à tel então type de parti politique. interpretar a mensagem dos brasileiros e dos franceses ao dar seus votos a tal ou qual candidato ou a tal ou qual partido. Bien, donc je vais revenir rapidement sur ces trois points, la formation du corps électoral, Eu la formation des retornarei a esses électeurs três pontos: a formação do corpo eleitoral, a formação dos eleitores et la formation des électorats. e a formação dos eleitorados. En premier point, la formation du corps électoral qui implique, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, A formação do código eleitoral, do corpo eleitoral, desculpe, como eu havia dito anteriormente,
Donc d'abord, effectivement, bien entendu, un point de vue politique qui va être le point de vue qui va être débattu, disons, c'est une des grandes questions du XIXe siècle. Em primeiro lugar, o ponto de vista político, que é uma das grandes questões do século XIX. Qu'est-ce qui est digne d'être électeur? O que é digno de ser eleitor? Alors vous savez que là aussi, selon les pays, vous avez des stratégies politiques différentes et des visions et des divisions, donc au point de vue de ce que doivent être les électeurs, extrêmement différentes. De país para país variam, então, estratégias e opiniões a respeito do que pode ser um eleitor. Et qui recoupent, mais seulement partiellement, l'opposition entre la droite et la gauche. E que vão, então, intercruzar-se, mas somente de forma parcial, com a noção de direita e esquerda. On dirait effectivement spontanément que les gens les plus progressistes seraient plus particulièrement poussés à soutenir l'universalisation du suffrage, et donc d'aller le plus loin possible. Poderíamos dizer que as pessoas mais abertas teriam uma tendência a apoiar a universalização do sufrágio, teriam uma tendência mais progressista. Mais on s'aperçoit aussi que, d'une certaine manière, un certain nombre de gens de droite peuvent aussi avoir intérêt, et également ont soutenu cette position, d'avoir un corps électoral donc qui soit assez large, de manière à faire jouer les liens de clientèle. Mas é possível vermos também na direita pessoas que usariam da mesma estratégia, que gostariam de ver a criação de um corpo eleitoral mais denso, até para poder fazer intervir a noção de clientelismo, Donc je crois as suas clientelas. Si on voulait revenir dans les détails, il faut à la fois avoir en compte, d'une part, la question de la dimension du corps électoral, plus ou moins large pour les hommes. Em primeiro lugar, para voltarmos ao debate, precisamos pensar no que tem sido esse corpo eleitoral, mais ou menos amplo no caso dos eleitores masculinos. Mais également, en deuxième lieu, la forme du vote. Est-ce qu'il est direct ou est-ce qu'il est indirect? Est-ce qu'il est à 1 degré, 2 degrés, voire 3 degrés? Mas também, igualmente, a questão do voto direto ou indireto, um voto de primeiro, de segundo, de terceiro grau. Et en troisième lieu, également, la question du secret ou, au contraire, du caractère public du vote. E, em terceiro lugar, a questão do segredo, do voto secreto ou do voto público. Et notamment, j'ai été intéressé encore par la loi de 1897 du Rio Grande do Sul. Eu me interessei ainda neste ponto na lei de 1897 aqui do Rio Grande do Sul. Où justement, selon le mot d'ordre viver as claras, segundo a palavra de ordem viver as claras, eh bien, effectivement, on a supprimé les formes de vote secret pour, au contraire, rétablir la verdade électorale. Foi suprimido o voto secreto para então estabelecer a verdade eleitoral. Et donc, nous avons en tête, en fait, hein, maintenant c'est quelque chose qui est bien dans notre tête, que le bon vote, le vrai vote démocratique, c'est un vote universel, direct et secret. E existe então um princípio bem inculcado em nossas mentalidades de que o voto, o verdadeiro voto, o bom voto é o voto direto, o voto secreto. Et c'est quelque chose qui est justement l'enjeu de toute une série de débats au cours du XIXe siècle, et particulièrement du XIXe siècle français, puisque la France est un des pays comparables. O que vai ser objeto de uma série de debates durante todo o século XIX, especialmente no século XIX na França, porque a França é um dos países comparáveis. C'est un des pays, lorsqu'on fait une comparaison avec d'autres pays, qui est l'un des derniers à mettre sur pied un vote secret avec un système d'isoloir. Em comparação com outros países, a França, então, é um dos últimos países a instaurar o voto secreto com um sistema de urna protegida, secrète. Et ça veut dire qu'effectivement, lorsque l'on met sur pied, donc seulement en 1913, comme vous le voyez, somente em 1913, como vocês podem ver na transparência, eh bien, il y a eu un débat en France pendant 40 ans. Houve um debate na França já, que durou 40 anos, pour justement savoir si on allait continuer à voter de manière donc traditionnelle avec 500 enveloppes.
para saber se na França se continuaria a votar da forma tradicional, ou seja, sem cédula, ou bien si on allait mettre sur pied un système donc de cabines d'isolement. Ou se seria colocado a serviço dos eleitores um serviço de cabine ou cabines isoladas. Et donc ce terme d'ailleurs isoloir n'est pas un terme français, c'est un terme belge. Esse termo isolar, seria isolador, não é um termo francês, é um termo belga. Et en effet, pendant très très longtemps, on va comparer l'isoloir soit à une cabine de bain sur la plage. Durante muito tempo, esse sistema então vai ser comparado com uma cabine de praia, soit éventuellement à une cabine téléphonique, uma cabine telefônica, soit éventuellement également donc à un confessionnal, eventualmente um confessionário, soit éventuellement donc à un endroit où le roi va tout seul. Ou inclusive um local onde o rei vai sozinho. Et donc, ce genre de débat n'est pas simplement un débat purement, pourrait-on dire, matériel, c'est en quelque sorte la question de qu'est-ce qui a le droit de vote, est-ce que c'est l'individu ou c'est la collectivité? E isso não é simplesmente um debate vazio, o que está em questão aqui é ver a natureza, digamos, do eleitor, ver se o direito de voto se remete ao indivíduo ou à coletividade. Et la victoire donc de l'isoloir à partir donc le mouvement vient de l'Australie, puisque vous savez qu'on appelle ça l'Australian Ballot. Esse sistema que vem da Austrália, o sistema de cabines de isolamento, qui commence donc les premières expériences de vote avec isoloir, c'est 1857 en Australie. As primeiras experiências com o voto isolado por cabine datam de 1857 na Austrália. Et ensuite, ça va atteindre donc l'ensemble des pays, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France seulement en 1913. Para estender-se a uma série de outros países, Inglaterra, Alemanha e a França somente em 1913. Et donc, ça veut dire que c'est une victoire du vote individuel. E isso é uma vitória do voto individual. Et donc, il y a effectivement le débat porte à la fois sur les dimensions de l'électorat, mais également sur les formes justement du vote, parce que certains défendent fortement l'idée que le vote doit être quelque chose de collectif. O que está em debate não é somente o aspecto universal do voto, mas também a forma desse voto, porque o voto até então é considerado algo coletivo. Et donc aussi bien à droite qu'à gauche, ou seja, tanto na direita quanto na esquerda. Et en effet, à droite, c'est la position traditionnelle d'un certain nombre de notables qui estiment que le peuple doit être dirigé, et donc que c'est d'abord les plus importants, les plus grands qui votent en premier et qui donnent en quelque sorte le signe et le signal au peuple du bon vote. Na direita existe a mentalidade de que os notáveis dessa corrente política são aqueles que devem votar em primeiro lugar para mostrar ao povo que deve ver como ele deve, digamos, exercer esse direito de voto, ter o exemplo do voto dessas pessoas da direita para votarem corretamente. Et de la même manière, donc, à l'extrême gauche, il y a une tradition, pourrait-on dire, sans culotte, qui est une tradition de vote public. Ao passo que na extrema esquerda existe a tradição do voto extremamente popular, que seria o voto público. Et l'un des derniers grands articles à ce sujet, c'est un article de Jean-Paul Sartre après mai 68. Dos artigos mais famosos desse respeito é artigo de Sartre pós-maio de 68. Et donc, dans un article, je ne sais pas comment vous allez traduire, qui s'appelle « Élection piège à con ». Eleições, artigo que tem por título Eleição, armadilha para os imbecis. Imbecis? Babaca. Bien. Et donc, si vous pouvez lire effectivement ça, l'isoloir planté dans une salle d'école de mairie, le symbole de toutes les trahisons. A cabine de isolamento colocada em uma sala de escola ou de prefeitura é o símbolo de todas as traições que o indivíduo pode cometer em relação a grupos de que faz parte. Ele diz a cada um, ninguém está, ou seja, esse sistema significa para cada um, ninguém o está vendo,
não depende senão de ti. Tu vais decidir no isolamento e, em consequência, tu poderás esconder tua decisão ou mentir. Não é necessário mais do que isso para transformar todos os eleitores que entram em uma sala em traidores potenciais uns dos outros. Voilà, donc effectivement là on a l'un des derniers grands points de vue en 1972, le texte date de 72, c'est un texte qui a été publié dans les temps modernes, la revue de Sartre, sur la dénonciation donc, du vote secret comme vote de traître. E isso é um artigo publicado em 1972 na revista Les temps modernes. na revista Os Tempos Modernos de Sartre, onde ele denuncia então o voto secreto. Alors vous voyez que l'un des problèmes à la fois politique, juridique et également philosophique, c'est la question donc de l'individu. Dos problemas então do voto do ponto de vista político, jurídico e filosófico é a questão do indivíduo. Effectivement, notamment c'est le thème qui est au centre des travaux de Rosan Vallon. Esse é exatamente o tema central dos trabalhos de Rosan Vallon. Puisque selon lui, justement, la question de l'individu se pose dès 1789. Porque para ele a questão do indivíduo é levantada já em 1789. Et il va justement opposer la France à la Grande-Bretagne. E ele vai então mostrar a oposição entre a França e a Grã-Bretanha, en disant que justement la Grande-Bretagne n'a pas cette notion d'universalité, n'a pas cette notion d'individu à la base de son système électoral. Dizendo que a Grã-Bretanha, na base de seu sistema eleitoral, não tem essa noção de indivíduo. Et qu'au contraire, les réformes électorales britanniques sont des réformes qui incluent progressivement des groupes successifs donc dans le corps électoral. E que a história das eleições na Inglaterra inclui grupos sucessivos de dans le corps électoral. No corpo, a introdução de grupos sucessivos no corpo eleitoral. Et en effet, vous avez on a quand on regarde l'histoire électorale britannique une espèce d'impression de pourrait-on dire, de continuité avec la réforme de 1832, 67, 84, 1918, 1928, avec une inclusion progressive donc, de partis donc, de la population britannique. E vocês veem então nas diferentes reformas de 1834, 67, 84, 1927, 1928, uma noção muito mais de uma sucessão, de uma continuidade dos partidos do que indivíduos políticos propriamente ditos. Et donc, selon lui, justement, c'est parce que les femmes en Grande-Bretagne sont considérées comme une partie à part, justement, avec des caractéristiques, justement, féminines de la population, c'est pour cette raison-là qu'elles vont être, justement, incluses globalement à partir de 1918, à partir de 1928. É justamente pelo fato das mulheres serem consideradas como um grupo à parte, com as suas características, com as suas idiosincrasias, que elas vão ser colocadas no corpo eleitoral já em 1918, assim, posição ratificada em 1928. Alors que selon lui, justement, le problème se pose tout à fait différemment en France. Enquanto o problema se coloca de forma totalmente diferente na França. Puisque justement les femmes, dans la mesure où il y a une position universaliste, on ne conçoit en quelque sorte le droit de vote que d'un point de vue universel. Uma vez que na França só se consegue o direito de voto de uma forma universal. Ce qui veut dire que ne peuvent voter que ceux qui sont de véritables individus. O que significa que só podem votar aqueles que são verdadeiros indivíduos. Qui ont effectivement donc une autonomie à la fois financière, intellectuelle et personnelle. Que possuem uma autonomia intelectual, financeira e pessoal. Et donc que de ce point de vue-là, on va exclure pendant une partie donc, du 19e siècle les domestiques et les moines aussi. On retrouve donc ces catégories domestiques et moines jusqu'en 1848. E por isso, então, numa parte do século XIX vão ser excluídos todos os empregados domésticos e os monges, et également, em 1848, et également les femmes. E igualmente as mulheres. Parce qu'effectivement, les femmes ne sont pas considérées comme des individus à part. Porque as mulheres não são consideradas indivíduos no senso integral da palavra, mais elles sont considérées comme faisant partie de la famille. Mas como membros da família.
Alors, de ce point de vue-là, là aussi, il y a un grand débat en France entre Rosan-Vallon, une de ses thésardes, et également des historiens. Este é ponto também contencioso entre Rosan-Vallon, uma das suas orientandas em tese de doutorado, e vários historiadores. Pour savoir s'il y a eu, pourrait-on dire, exclusion explicite des femmes au XIXe siècle. Para precisar se houve realmente uma exclusão explícita das mulheres no século XIX, ou bien s'il faut parler, alors ce n'est pas simplement, c'est un jeu de langage, mais c'est pas simplement donc une coquetterie. Parece jogo de palavras, mas não é de forma nenhuma algo supérfluo. Ou s'il faut parler plutôt de non-inclusion. Ou se deveríamos falar de não inclusão, ao invés de exclusão. C'est-à-dire que la question même de l'inclusion de la femme dans le corps électoral ne se posait pas. O que significa que a introdução das mulheres, o acesso das mulheres ao corpo eleitoral não era nem sequer levantado. N'était pas pensable justement jusque 1848. Era algo em que não se pensava simplesmente até 1848. C'est notamment la thèse d'Anne Verjus, qui est donc cette doctorante de Rosan-Vallon. Que é a tese de Anne Verjus, que é esta doutoranda de Rosan-Vallon. Donc on va vous lire donc un courrier qui est tout à fait étonnant de 1848 de la femme d'un grand journaliste français. Vamos ler para vocês uma carta da mulher de grande jornalista francês, datando de 1848. Et qui justement écrit à une de ses amies en parlant du suffrage universel de 1848. Que escreve então a uma de suas amigas falando do sufrágio universal desta data. Et qui explique justement de quelle manière, eh bien, elle est choquée de ne pas avoir droit de vote, elle, alors que ses domestiques et les nègres, comme elle l'appelle, ont désormais le droit de vote. E que se mostra chocada por não ter direito ao voto, enquanto as suas empregadas e os seus empregados domésticos, e mesmo os negros, que ela usa com a palavra nègre em francês, que é uma palavra de caráter bastante pejorativo, já têm acesso ao voto. Ils sont affranchis les nègres qui ne sont pas encore civilisés. Ou seja, eles deram direito de voto aos negros que não eram nem sequer civilizados ainda. Uma correspondência de Delphine de Girardin, de 13 de maio de 1848, esclarece fortemente essa questão. Eles deram direito aos votos, eles deram direito ao voto aos negros que não são ainda civilizados e deixam na escravatura as mulheres. Estes doutores eméritos, estes professores por excelência, desses doutores por excelência em civilização. Eles deram direito a toda a classe doméstica da casa, a todas as pessoas que de nós dependem, e nem sequer pensaram em dar o direito de voto à mãe das famílias, ou seja, à dona da casa. E eles nem percebem que estão privando do direito de sufrágio aqueles que, desde o dia em que se outorgou este mesmo direito aos servidores, pagam os seus salários e os têm sob seu comando. Et donc effectivement, c'est cette espèce donc, de choses assez extrêmement bizarres en France qui se déroule en 1848. Comme je vous l'ai dit, le vote est universel et direct. Tous les hommes français de plus de 21 ans, même les domestiques, c'est une grande surprise justement de laisser voter les domestiques, peuvent voter. E justamente esse é um aspecto bizarro, então, dessa lei de 1848, o voto é estendido até a classe doméstica, que passa a ter o direito de voto. Et également les hommes des colonies, puisqu'il y a en même temps la suppression de l'esclavage aux colonies, la suppression définitive de l'esclavage aux colonies. E também os homens das colônias, uma vez que nessa data já está totalmente eliminada a escravatura nas colônias francesas. Et donc les colonies en cause, donc en 1848, c'est un petit empire français. E as colônias que estão em pauta em relação ao pequeno império francês ainda em 1848, puisque quand on regarde justement ce que c'est que l'Empire français en 1848, c'est essentiellement la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Pois quando vemos o que era o Império Francês em 1848, vamos encontrar Guadeloupe, a Guiana Francesa, a Ilha da Reunião.
Sainte-Marie de Madagascar, c'est une petite île à côté de Madagascar. Uma ilhazinha ao lado de Madagascar, que se chama Santa Maria de Madagascar. Les comptoirs de l'Inde, c'est quelques villes justement comme Goa par exemple, qui étaient donc des vieilles implantations françaises en Inde. Algumas implantações francesas antigas na Índia. Et également le Sénégal. E o Senegal, igualmente. Et alors dans ces vieilles, comme on les appelle des vieilles colonies, tout le monde a le droit de vote. Nestas velhas colônias, todos então têm direito de voto. Donc à la fois, disons, les blancs de la métropole, les créoles et les noirs affranchis des esclaves. Ao mesmo tempo, os brancos das metrópoles, assim como os colonos, os mestiços e os negros, até então libertados. Alors avec juste, je m'excuse de rentrer dans les détails, mais c'est extrêmement important. Le gros problème, c'est le Sénégal. E peço desculpas por entrar em detalhes assim muito particulares, mas o grande problema da época é o Senegal. Dans la mesure où on a effectivement d'anciens esclaves qui sont affranchis, mais qui en plus sont musulmans. Na medida em que há escravos que foram libertados e que além de tudo eram muçulmanos. Et donc, qui ont à la fois le droit de vote et qui pour autant gardent leur statut personnel, c'est-à-dire qu'ils sont dans les relations donc, quotidiennes régies par la loi coranique et non pas par le code civil français. Que são então transformados em cidadãos, que têm a sua liberdade, mas que são regidos pela lei do Corão, ou seja, eles não seguem a ideologia e, digamos, a cultura do Estado francês. Et donc c'est quelques milliers de personnes, mais c'est une énorme exception, pourrait-on dire, dans l'ensemble de la législation. São alguns milhares de pessoas, mas isso representa uma enorme exceção no âmbito da legislação. Puisque, notamment après, lorsqu'on parlera de l'Algérie, on dit on ne peut pas donner leur droit de vote aux Algériens parce qu'ils sont soumis à la loi coranique. Mas justamente porque depois, quando se vai discutir o caso da Argélia, o argumento será que não é possível estender o direito de voto porque eles estão submetidos à lei corânica. Et donc vous avez effectivement l'exception du Sénégal et puis également des comptoirs de l'Inde où là vous avez un certain nombre d'indigènes, comme on les appelle, qui sont soumis à la loi hindouiste. Então, essa é a grande exceção do Senegal e que vai acontecer igualmente nas antigas possessões na Índia, onde esses cidadãos passam então a estar regidos, ou estavam regidos pela lei hinduísta. C'est pour ça que les débats électoraux sur le droit de vote aux colonies, après notamment lorsque vous voyez que l'Empire français va la Nouvelle-Calédonie, le Vietnam, la Tunisie, Madagascar, l'Afrique occidentale, l'Afrique équatoriale, le Maroc, etc., va s'agrandir donc à l'ensemble du monde. Lorsqu'il y a un débat sur les lois électorales, le problème c'est toujours effectivement donc la question de l'exception des comptoirs de l'Inde et du Sénégal qui met en cause l'universalisme français. Justamente depois, quando essa questão do direito do voto vai ser estendida às antigas, ou melhor, às outras colônias do Império Francês, a Nova Caledônia, o Vietnã, Tunísia, Madagascar, África Ocidental, essa questão do Senegal vai ser sempre levantada como argumento para questionar a universalidade do voto francês. Je vais terminer cette première partie de mon exposé. Vou terminar essa primeira parte dessa palestra. En insistant sur le fait que, effectivement, c'est très important de travailler sur la question donc, de la formation juridique, politique et philosophique du corps électoral. Insistindo na necessidade da formação jurídica, filosófica e filosófica do corpo eleitoral. Mais c'est extrêmement aussi important, bien entendu, de travailler sur la formation, pourrait-on dire, matérielle et pratique du corps électoral. Mas também sobre a necessidade de uma formação material e prática do corpo eleitoral. Vous savez très très bien que les lois ne sont pas forcément faites pour être appliquées. Você sabe muito bem que as leis não são forçosamente feitas para serem aplicadas. Et donc, bien entendu, il y a différentes logiques d'application donc par rapport à ces lois générales qui vont former progressivement un code électoral. E há uma série de diferenças entre essas leis, então, que vão ser utilizadas na criação de um código eleitoral. Et notamment se pose la question donc des listes électorales.
E aí levantamos a questão específica das listas eleitorais, alors, qui existe de manière permanente en France depuis 1828. que existem permanentemente na França desde 1828. Et les premières listes électorales ont été faites très très rapidement en 1848, lorsqu'il a fallu faire voter 9 millions de personnes. En 4 semaines, on a essayé de mettre sur pied des listes électorales. As primeiras listas datam então de 1848, onde foi necessário fazer votar na França mais ou menos 9 milhões de eleitores. E essas listas então foram feitas rapidamente na urgência da preparação das eleições. Dans un pays où à ce moment-là, il y a beaucoup de maires qui ne savent pas écrire ni lire, Num país onde havia muitos prefeitos ainda analfabetos, incapazes de ler ou escrever, et dans un pays également où il y a 50% d'analphabètes parmi les hommes. e país onde igualmente a população masculina contava com 50% de analfabetos. Et donc la question des listes électorales va se poser, pourrait-on dire, comme question à la fois bureaucratique et politique, E essa questão das listas eleitorais vai ser levantada então como uma questão burocrática e política, puisque selon un vieil adage politique, il est question de dire celui qui fait la liste fait l'élection. pois, segundo velho adágio político, aquele que faz as listas faz também a eleição. Donc vous avez à la fin du 19e siècle à la fois une logique bureaucratique, Vocês vão ter então, no final do século XIX, ao mesmo tempo, uma lógica burocrática, c'est-à-dire dans laquelle effectivement le maire et puis également la bureaucratie municipale appliquent la législation et donc inscrivent sur les listes ceux qui doivent légalement être inscrits sur les listes. ou seja, lógica em que o prefeito e os serviços municipais vão inscrever na lista aqueles que devem votar, aqueles que podem figurar nesta lista. Mais vous avez également des formes de logique, pourrait-on dire, d'inclusion et d'exclusion politique. Mas há também uma série de lógicas de inclusão e de exclusão política. Et en effet, vous avez dans un certain... Alors je ne vais pas dire que c'est partout dans toute la France, mais dans un certain nombre de parties de la France, soit on peut continuer à faire voter les morts, Bom, e eu não quero dizer que isso aconteça na França inteira, mas uma série de partidos em outras regiões continuar-se a fazer votar os mortos, soit éventuellement donc on peut faire voter les absents, os ausentes, on peut éventuellement aussi inscrire des gens sur la liste électorale qui n'habitent pas dans la ville. é também possível inscrever pessoas não domiciliadas naquele município na lista eleitoral. C'est ce qu'on appelle les brigades volantes. É o que se vai então chamar as brigadas, digamos, errantes, sem nome, sem base fixa. Et c'est ce qu'on appelle justement toute cette machinerie, c'est former un fond de liste pour éventuellement ensuite pouvoir faire gagner le candidat que l'on veut faire gagner. E isto, então, constituía em formar o que se chamava fundo de lista, que dava suficientes elementos para fazer ganhar o candidato que preferia aquela corrente política. Et puis bien entendu, à l'inverse, vous pouvez bien entendu rayer un certain nombre d'électeurs qui vont arriver le jour du vote et on va leur dire non, vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas voter. E é claro que também a recíproca era verdadeira, era possível excluir um certo número de eleitores que, ao chegar para votar, simplesmente eram informados que não figuravam na lista e que não podiam votar. Donc vous voyez que là aussi, ça va induire un phénomène de juridicisation, c'est-à-dire qu'il va y avoir des contestations électorales, mais tous les électeurs ne se sentent pas le droit éventuellement de réclamer. Il va y avoir également des mobilisations collectives pour rendre sincère, comme on dit, le suffrage universel et faire que les listes ne soient plus truquées. Ou seja, vocês veem que a partir daí vai se criar então todo um processo de juridicização do direito de voto, onde haverá defesa, movimentação de grupos e tudo mais, por uma verdadeira universalidade, pela sinceridade do voto. Alors c'est quelque chose, disons, de ce point de vue-là, du point de vue de la logique de constitution politique des listes, qui commence à être réglé en 1914. É algo que vai começar a ser saneado em 1914, no que tange a política das listas. Mais qui existe toujours, en fait, en France, comme dans beaucoup de pays. Il y a encore de la fraude électorale sur les listes. Mas que continua a existir na França, como em muitos países. Por exemplo, nós ainda temos fraudes eleitorais. Les plus célèbres étant d'une part les fraudes communistes. As mais célebres sendo as fraudes comunistas. Alors soit il y a 30 ans, il y avait une espèce de compétition entre les municipalités communistes pour avoir le meilleur résultat.
há 30 anos, por exemplo, havia uma espécie de competição entre os municípios comunistas para ver quem obtinha o melhor sufragio. Et ils n'avaient pas besoin de frauder, simplement c'était pour être devant justement les autres et donc ne pas avoir simplement 60%, mais 70 ou 80% des voix. E eles não tinham necessidade prática nenhuma de alterar o resultado dessas votações. Essas fraudes eram uma competição entre as municipalidades comunistas, onde eles queriam apresentar o melhor resultado, ou seja, era melhor, ao invés de ter os 60% reais obtidos, apresentar números da ordem de 70% ou 80%. Et puis le deuxième exemple, c'est aussi la mairie de Paris, dirigée par Jacques Chirac, notre actuel président de la République. O segundo exemplo, então, é a prefeitura de Paris, dirigida na época por Jacques Chirac, atual presidente francês. Donc à la fois sous Chirac et sous son successeur Jean Tibéri, que sob Jacques Chirac et seu successeur, Jean Tibéri, il y a eu effectivement donc des fausses inscriptions sur les listes électorales, notamment dans le quartier de la Sorbonne. Tout le monde sait qu'il y a au moins 2000 ou 3000 faux électeurs dans les années 80-90, donc dans le quartier de la Sorbonne. Onde houve uma falsificação das listas eleitorais, especialmente no bairro onde se encontra a Sorbonne, nas eleições entre 80 e 90, onde se sabe que há entre 2.000 a 3.000 eleitores fictícios. Si j'avais le temps, je vous aurais lu une fameuse décision du Conseil constitutionnel français, qui est le jeu des élections, qui explique justement que à la fois il y a eu fraude, mais pas trop. Et donc, bon, ça va, on laisse l'élection. Se eu tivesse tempo, eu leria para vocês aqui um artigo a esse respeito, onde o Conselho Eleitoral declarou no dia das eleições que, na realidade, havia acontecido fraude, mas não muito. Por isso, não seria impugnada a eleição. Et dernière logique justement de constitution des listes électorales, c'est, pourrait-on dire, une espèce de constitution communautaire. E então, finalmente, para terminar o assunto, falou-se também de uma espécie de uma instituição de uma lista comunitária. Et donc j'ai pu retrouver dans les archives, justement, lors des contestations, parce que bien entendu, tout ce dont je vous parle, c'est fondé sur les archives, et c'est fondé justement sur les cas marginaux, sur les contestations. E é claro que houve uma série de contestações a esse respeito, isso tudo que estou dizendo aqui, eu encontrei nos arquivos. E nesses arquivos, então, há uma série de casos excepcionais, marginais e contestações. Et donc dans certains cas, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Dans certains cas, on va mettre sur la liste électorale quelqu'un qu'on considère comme faisant partie de la communauté. Então, em certos casos, quem vai se colocar na lista eleitoral? Bom, alguém que se considera fazer parte daquela comunidade. Alors notamment par exemple des étrangers, parce que j'aurais dû vous dire, bien entendu, ne peuvent voter que les Français. Ça c'est quelque chose d'assez répandu dans le monde. Il faut la citoyenneté française donc pour pouvoir voter. Bom, eu deveria citar aqui, entende, que na França só tem direito de voto o cidadão francês, propriamente dito. E esse comentário, a lista das pessoas que fazem parte daquela comunidade, deveria incluir, por exemplo, os estrangeiros, os imigrantes. On peut mettre des étrangers, on peut mettre également donc, des gens qui n'ont pas l'âge légal, 21 ans. É possível pensar nos estrangeiros, pessoas que ainda não estejam também em idade legal de votar, ou seja, menores de 21 anos. On peut mettre éventuellement des gens qui ont été condamnés par la justice, mais dont on estime que le délit n'est pas très grave, notamment par exemple des délits de chasse ou des choses comme ça, des choses liées à la campagne et qui ont été punis par le juge, mais qui ne sont pas estimées très très graves par la communauté. Também seria possível incluir pessoas que estão sob pena judicial, mas por pequenos delitos, por exemplo, normalmente delitos ligados a práticas de campanha, digamos, no interior nas regiões não urbanas, por exemplo, como a caça, tudo mais, quer dizer, delitos que não deveriam impedir o indivíduo de exercer o seu direito de voto. Ou bien éventuellement, on peut même aussi inscrire des soldats parce que, bon, je ne vous ai pas donné tous les détails, les militaires n'ont pas le droit de vote en France de 1872 à 1944. On veut exclure les militaires donc, de la chose électorale, y compris donc, à la fois l'armée de métier, mais également donc, les conscrits pendant les 2-3 années qu'ils font sous les drapeaux. Também se poderia estender o direito de voto aos soldados que entre 1972 e 1984 estiveram privados do direito de voto. E aí nós poderíamos falar tanto nos oficiais de carreira quanto nos recrutas, naqueles que estivessem em
serviço militar durante esse período. Et à l'inverse, on va éventuellement exclure toute une série de gens dont on considère qu'ils ne font pas partie de la communauté. E, por outro lado, uma série de pessoas de que se pensa que não fazem parte da comunidade serão excluídas. Par exemple, des gens qui sont non pas au centre du village, mais dans des endroits un peu isolés, qui n'ont pas beaucoup de contact avec les autres. Pessoas que não moram no interior, ou melhor, que não moram no centro da cidadezinha, que moram na campanha, que estão afastados da maioria da coletividade daquele lugar. Picodipène, hein, on leur met effectivement un trait de plume, effectivement, sur cela. Eles são simplesmente riscados da lista. Et puis sinon, éventuellement aussi, certains qui sont à la marge du suffrage, et par exemple, en principe, des gens un peu débiles, un peu idiots ont le droit de voter, en principe, et donc à ce moment-là, au contraire, on va lui dire non, non, celui-là, il est loco, on ne peut pas le laisser voter, on va l'exclure de la liste. E também pessoas, por exemplo, que constituem minorias, por exemplo, pessoas consideradas um pouco débeis mentais, não possuidoras das suas faculdades mentais, podem vir a ser consideradas como incapazes de votar e então serem suprimidas das listas. Alors, petite parenthèse avant de faire la pause. Então, mais de parênteses antes de nós fazermos o intervalo. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est un petit roman italien. Eu não sei se vocês conhecem um livro que eu vou citar agora, um pequeno romance italiano, d'Italo Calvino, de Italo Calvino, qui s'appelle La journée d'un scrutateur. que se chama ou a jornada de um escrutador. Et donc, c'est pas sur la question d'inscription sur les listes électorales, c'est sur le problème donc de l'effectuation du vote. Não é exatamente a questão da lista eleitoral, mas sim do direito de voto. Et donc, ce sont donc deux scrutateurs, l'un qui représente le Parti communiste italien et l'autre la démocratie chrétienne italienne. São dois escrutinadores, um do Partido Comunista, outro da direita italiana. Et qui donc surveillent une urne et la prennent et vont avec donc les responsables pour faire voter donc des gens dans un hospice de vieillards. Que pegam essa urna então e levam para um asilo de velhos para fazer com que esses velhos votem. Et donc, il y a des transactions absolument sordides entre le communiste et le démocrate chrétien pour savoir si celui-là a encore suffisamment d'autonomie pour voter, s'il faut lui prendre la main, etc. Donc il y a toute une série de transactions, ça se passe juste après la guerre. C'est un petit ouvrage, si vous tombez dessus, on met 1 heure à le lire, lisez-le. Je pense que c'est aussi un ouvrage à la fois intéressant pour comprendre c'est quoi les limites de la citoyenneté. É um livro interessante para entendermos o que sejam os limites da cidadania. Eu aconselho vivamente a leitura. É um livro que se lê em mais ou menos 1 hora. Ele apresenta, por exemplo, toda uma série de transações, de negociações sórdidas entre o comunista e o democrata cristão para definir aqueles que podiam ou não votar naquele asilo e como isso deveria acontecer, se seria necessário segurar a mão daquela pessoa que já não tinha motricidade para votar, ou seja, uma série de negociações desse âmbito. É um livre qui date logo depois da guerra. Bien. Et donc, finalement, si vous voulez, je n'ai pas le temps de développer ce point-là, mais l'encadrement juridique et bureaucratique marque aussi, pourrait-on dire, la pénétration de l'État comme État neutre dans les processus électoraux. Na definição, então, jurídica e bureaucratique. Jurídica e burocrática mostra, então, o Estado neutro entrando na questão das eleições. Et donc, après avoir donc, mis l'accent sur le processus de formation du corps électoral du point de vue à la fois juridique, philosophique et matériel avec les listes, je vais passer donc après la pause à la question donc, de la formation de l'électeur et à la manière dont les électeurs ont été progressivement socialisés au vote. Depois temos então falado sobre a formação do corpo eleitoral do ponto de vista jurídico, filosófico e material, com a elaboração das listas. Depois do intervalo nós vamos então falar da formação do eleitor propriamente dito. 10 à 10 no máximo. Question donc de la formation entre guillemets de l'électeur en donnant quelques coups de projecteur sur un sujet énorme.
Eu vou então retomar essa sessão falando agora da formação do eleitor e dando algumas pinceladas de um assunto que na realidade é enorme. Bien, alors d'abord, donc un certain nombre D'abord, je vais vous présenter un certain nombre donc, de documents iconographiques. Em primeiro lugar, eu vou apresentar um certo número de documentos iconográficos sur lesquels donc j'ai aussi personnellement travaillé, à la fois seul. L'iconographie du suffrage est un travail tout à fait intéressant. Documentos em que eu trabalhei pessoalmente, porque a iconografia do sufrágio é um trabalho interessantíssimo. Donc voilà, ça c'est un exemple maintenant tout à fait routinier, c'est un lieu commun iconographique. Ça c'est le président de la République française avec la petite barbiche, donc des années 1930. Et donc vous avez effectivement la représentation de l'homme politique en train de voter le lendemain des élections. On voit tous les leaders politiques en train de voter, une espèce donc de lieu commun iconographique. Bom, aqui vocês têm uma espécie de lugar comum iconográfico, a figura do presidente da República da França, em 1930, colocando a sua cédula na urna, ou seja, é a imagem clássica do dia seguinte a todas as eleições em todos os países, aparecem os candidatos votando. Né? É um lugar comum iconográfico. Donc, deuxième chose, ce sont donc des caricatures à chaque élection, les élections algériennes, les élections cambodgiennes, les élections françaises, etc., les élections européennes. Donc la représentation donc, de l'urne, vous voyez, comme le symbole de l'élection. Bon, il y en a des centaines et des centaines. Aqui vocês têm então a iconografia da urna, quer dizer, uma série de caricaturas feitas das eleições na Argélia, na França, as eleições europeias, no Camboja embaixo, ou seja, é outro tema amplamente tomado pela caricatura. Alors si on retourne maintenant 150 ans plus tôt, voilà quelques-unes des formes allégoriques du vote. Voltando 150 anos no tempo, vemos aqui algumas formas alegóricas da representação do voto. Alors, la représentation du suffrage universel est très difficile en France parce que vous avez la concurrence de la République. Na França, a representação do sufrágio universal é muito difícil porque existe a disputa com o símbolo da República. Et donc, voilà une des plus anciennes, c'est une représentation pour un concours de 1848, un concours de peinture. Esta é uma representação feita pelo concurso de pintura em 1848. Et donc vous avez à la fois, c'est aussi un lieu commun allégorique à l'époque, d'une part l'Hercule. Trata-se de certa forma também de um clichê. Vocês têm aqui a figura de Hércules. Et puis à côté, vous avez donc le lion qui va devenir également donc, le symbole de la force populaire. E vocês têm ao lado dele o leão, que vai se tornar o símbolo da força popular. Et donc vous le retrouvez là aussi, c'est 1848. Que vai aparecer aqui nesta representação de 1848. Là, vous le retrouvez plus tard, 1875. 1875. Et là aussi, il fait peur, c'est marqué suffrage universel dessus. E aqui mais vocês veem um leão ameaçador, que traz no corpo escrito sufrágio universal. Et il peut y avoir aussi donc la figure du géant, là aussi. E é também possível encontrar essa figura do gigante. Alors voilà, si vous voulez, donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais essayer de trouver peut-être celui-là. Eu não vou entrar em todos os detalhes, vou apenas tentar mostrar um para vocês. Non, voilà une autre aussi, donc ça c'est une représentation donc, de 1848. Esta é uma representação de 1848. Voilà, et donc vous avez, dans ce sens, les accumulations de signes politiques et populaires, donc vous avez effectivement... Vocês aqui têm toda uma acumulação de signos políticos e populares. C'est suffrage universel. Vocês veem aqui pequenininho nessa imagem o sufrágio universal, embaixo está apresentado. Avec la vue de la cathédrale de Paris. Uma vista sobre a Catedral de Paris. Et là donc c'est toujours l'union du peuple, donc avec différents symboles, aussi bien agricoles, industriels, artistiques, autour justement donc d'une république couronnée de lauriers. E vocês veem então uma série de símbolos populares, diferentes classes, os seus utensílios característicos, os povos, artistas, os artesãos reunidos ao redor da efígie de uma república coroada com a coroa de louros. Alors le dernier, ça c'est l'un des derniers, après ça fait rire d'une certaine manière,
c'est donc de 1893, vous voyez, c'est un peu pompier avec on annonce cela au peuple, et puis alors, toujours donc volonté nationale, avec donc une république, et puis ici l'union du peuple avec les différents chapeaux, les ouvriers, les paysans, les bourgeois et les soldats. E vocês veem aqui um último exemplo. A partir daí elas vão começar a ficar um pouquinho caricatas, essas representações, mas aqui vocês têm então toda a grande eloquência dessa representação de 1893 com as trombetas, a união do povo ao redor da figura da República, que traz escrito na pedra em sua mão a vontade nacional. E vocês veem então pelos diferentes chapéus aqui possível ver as diferentes classes sociais reunidas. Tem os burgueses, os colonos, os artesãos, os trabalhadores do campo. Alors, dernière figure, là on est entre l'allégorie et le réalisme. Ça c'est une figure très très connue en France. Donc c'est une gravure anonyme de 1848. E aqui uma gravura anônima de 1848. Donc vous voyez ici c'est la représentation donc de l'insurgé français de 1848, c'est donc le prolétaire parisien. Mostra do proletário parisiense insurgido em 1848. Bon, qui repousse donc le fusil, c'est la fin des révolutions. Que está então empurrando o fuzil, ou seja, terminou a revolução. Et puis donc qui va utiliser le suffrage universel. Vous voyez qu'il y a également les pattes du lion ici, donc sur l'urne. E que vai passar então a utilizar como arma o sufrágio universal. Vocês veem que ainda aparece ali a representação do leão, com as patas do leão embaixo da urna. Ça c'est pour l'ennemi du dehors. Isto é para o inimigo de fora. Pour le dedans, voici comme l'on combat loyalement les adversaires. Para o de dentro, eis como se combate de forma leal seus adversários. Vous voyez que là aussi, je crois que c'est tout à fait important, je n'aurai pas le temps de développer, mais bien entendu, on en reparlera mercredi, dans le cadre des répertoires de l'action collective, c'est important également cette idée donc d'abandon des vieux moyens d'expression populaire, qui était la révolution, qui était la journée révolutionnaire, qui étaient les émeutes. Désormais, pourrait-on dire, tout est canalisé dans le suffrage, dans l'urne. Esse é um tema que eu vou retomar na quarta-feira. Vocês têm aqui o abandono de todo um repertório de estratégias até então populares, ou seja, a força, a revolução, os levantes, em proveito de uma forma muito mais universal, ou seja, a urna. Donc l'un des buts, pourrait-on dire, les plus explicites des entrepreneurs de suffrage universel, então, dos objetivos mais explícitos dos defensores do sufrágio universal, c'est effectivement donc de canaliser l'ensemble des émotions et des protestations populaires vers justement l'urne, vers le vote. É canalizar todo o conjunto das emoções populares para a urna, ou seja, para o voto. Donc il y a un très beau titre de journal français de 1898 qui déclare. Há belo título de jornal francês de 1998 que declara: Le suffrage universel a tué les barricades. O sufrágio universal matou as barricadas. Voilà. Alors maintenant, juste pour terminer sur cette revue en images de la manière de voter des Français. Então, para terminarmos este panorama em imagens da forma como votam os franceses. Alors ça, c'est le premier vote. Aqui vocês têm uma imagem do primeiro voto. Alors, vous voyez que là, on est dans un vote, c'est le vote de 1848, c'est le vote collectif. É o voto coletivo, o voto de 1848. Et donc, on en parlait tout à l'heure avec Louis, effectivement. Si vous avez en tête les souvenirs de Tocqueville, et notamment la manière dont Tocqueville parle des premières élections en France. E como eu estava discutindo anteriormente com o professor Luiz, às vezes vocês se lembram dos textos de Tocqueville e da maneira como Tocqueville trata a questão das eleições na França. Et donc on vote village par village, mais pas dans le village, c'est-à-dire qu'on se rend au chef-lieu de district. Ou seja, o voto é feito cidadezinha por cidadezinha, vilarejo por vilarejo, mas não no próprio vilarejo. As multidões têm que se deslocar para, digamos, a prefeitura, a cidade mais importante daquela região. Et donc tous les électeurs vont donc attendre donc le passage de leur village, on va appeler le village, et ensuite ils vont voter par ordre alphabétique, on va les appeler un à un. Et donc ça peut durer toute la journée, on attend que le village soit appelé et également que son nom soit appelé. Então, cada cidadezinha vai ser chamada individualmente, os habitantes vão ficar esperando ver então as pessoas de suas
universidade passar, e em cada grupo os eleitores serão chamados em ordem alfabética para a réalisation du vote. Alors ça se passe effectivement aussi le dimanche de Pâques, hein, c'était le 23 avril 1848. Isso podia acontecer inclusive no domingo de Páscoa, foi Donc vous avez, 23 de maio de 1848. vous avez les tambours, vous avez le garde champêtre avec le drapeau français. Vocês têm então os tambores, o guarda campestre com a bandeira francesa, Vous avez le maire du village avec son écharpe. o prefeito da cidadezinha com a sua faixa, Et puis vous avez les paysans qui se sont habillés avec leurs habits du dimanche, vraisemblablement, là aussi pour bien présenter, donc pour être bien donc, habillés pour aller voter. e os habitantes das cidadezinhas então com suas roupas de domingo, muito bem arrumados para irem então ao voto. Alors, c'est un mystère, hein, ça a bien marché, il n'y a pas eu d'assassinat, il n'y a soi-disant pas eu de fraude, on a l'impression que par un coup de baguette magique, que les Français tout d'un coup ont adhéré au suffrage universel. E foi mistério total do desenrolar perfeito e calmo dessa votação, onde não houve fraude, não houve violência, não houve nenhum assassinato. Ou seja, parecia que com uma varinha de condão se havia feito com que todos os franceses aderissem à ideia do sufragio universal. Alors, vous voyez que vraisemblablement, tous ces paysans n'avaient pas en tête du tout la même chose que l'on a lorsqu'on va voter. Vocês podem imaginar que todos esses camponeses não tinham de forma alguma na cabeça a ideia que nós temos hoje quando vamos às urnas. Donc je pense qu'effectivement, et pendant très longtemps, il y a eu un vote véritablement collectif, où le village entier votait pour le même candidat. Ou seja, acho que durante muito tempo houve um voto coletivo, onde a cidade inteira votava pelo mesmo candidato. Certains, certainement, considérant le vote comme une obligation, comme un appel des autorités, beaucoup plus qu'un droit. Muitos considerando o voto como uma obrigação, como um chamamento das autoridades e muito mais do que como um direito. Alors, vous voyez, il y a un petit commentaire en dessous, parce que ça vient d'un manuel scolaire. Há um pequeno comentário embaixo, uma pequena legenda embaixo da imagem, porque isso vem de um livro de história Des années 1930. dos anos 1930. Et donc, ce dessin nous montre quel candide enthousiasme animait les premières élections au suffrage universel. Esse desenho nos mostra com que inocente entusiasmo eram animadas as primeiras eleições do sufrágio universal. Donc, je passe là-dessus. Et quelques années plus tard, ils acclamaient l'Empire. Alguns anos mais tarde, eles estavam aclamando o Império. L'enthousiasme ne remplace pas la capacité politique. O entusiasmo não substitui a capacidade política. Oui, là, il y a aussi quelque chose de très fort dans l'historiographie française. C'est justement, je rappelle rapidement, les élections donc, législatives ont lieu en 1848 en avril. Aqui nós temos um dado importante em relação à historiografia francesa. As primeiras eleições normalmente vão acontecer em 1848. Et les élections présidentielles ont lieu en décembre 1848. E as eleições presidenciais vão acontecer no mesmo ano, em 1848. Puisque la Constitution de 48, c'est un régime présidentiel. Porque a Constituição, então, de 1848, coloca digamos, instaura um governo presidencialista. Et qu'est-ce qui va être élu à 75% des voix? C'est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier. E quem é que vai ser eleito, então, com 75% dos votos? É Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão. Et qui fera un coup d'État en 1851 parce que la Constitution ne lui donne pas le droit d'être réélu. E que vai, então, promover um golpe de Estado em 1851, porque a Constituição não lhe dá o direito de ser reeleito. Donc c'est quelque chose qu'on a aussi un peu oublié dans l'historiographie française. Isso é um fato que foi um pouco esquecido na historiografia francesa. C'est que le suffrage universel a été d'abord, donc, pourrait-on dire, pratiqué sous la Révolution de 48. Em primeiro lugar, o sufrágio universal foi uma prática iniciada na Revolução de 1848. Et ensuite, pendant 20 ans, sous un régime dictatorial, d'abord autoritaire et ensuite un peu plus libéral. E 20 anos depois, num regime excepcional, um regime de exceção, em primeiro lugar bastante autoritário e depois um pouquinho mais liberal. Bien, alors deuxième représentation, là aussi, donc réaliste du suffrage. Segunda representação realista do sufrágio. Alors c'est
Enfin, réaliste, c'est beaucoup dire. Realista seria uma palavra muito forte. Voilà, ça c'est la représentation des manuels scolaires. Mais uma vez, a representação que aparece em um livro escolar. Elle est intéressante parce que vous voyez qu'il y a donc ce respect d'un homme du peuple avec le chapeau baissé. Vocês veem essa imagem de respeito por um homem do povo com seu chapéu na mão. Et donc là, vous avez, donc c'est un vote effectivement désormais qui est devenu de plus en plus individuel. Voto que se vai tornando cada vez mais individual. Et qui, comme vous le voyez, donc n'est pas encore un vote avec isoloir. Mas que ainda não está dotado de cabine de isolamento. Et en effet, on donne le bulletin au maire qui le met lui-même dans l'urne. E a cédula é entregue ao prefeito que vai colocá-la pessoalmente na urna. Et bien entendu, c'est ce moment-là où il y a beaucoup de fraude ou de pression. E é claro que é neste momento exato em que fraudes e pressões vão acontecer. Parce qu'il n'y a pas de bulletin officiel, donc les bulletins sont plus ou moins blancs. Porque não existe uma cédula oficial, elas são mais ou menos de cor clara, de cor branca. Sont plus ou moins épais. Mas tem uma diferença de espessura que não é padronizada. Et alors, on retrouve aussi des dénonciations dans les archives. E há uma série de denúncias nos arquivos. Comme quoi certains maires ont sous le bureau de la graisse de porc. Segundo as quais, embaixo da mesa, os prefeitos tiveram o cuidado de passar uma certa quantidade de gordura de porco. Pour maculer le bulletin et pour donc l'annuler lors du comptage. Para sujar a cédula e poder anulá-la no momento do escrutínio. Alors, voilà, donc ça c'est une... Donc, les manuels scolaires sont très importants pour cela, puisqu'il y a eu effectivement une œuvre scolaire donc, positiviste, Jules Ferry, etc., pour à la fois constituer la nation et éduquer le peuple. Os livros escolares são muito importantes porque é todo um pensamento positivista que aparece aqui, especialmente com Jules Ferry, com um pensamento esse, digamos, baseado na preocupação de formar o povo, de educá-lo. Je ne crois pas qu'effectivement il faille avoir dans l'idée une réception automatique où le peuple accepte tout ce qu'on lui donne dans les manuels. Eu não acho que se deva pensar que existe uma recepção automática em que o povo pede as palavras dos livros escolares inteiramente, literalmente. L'école est très importante effectivement pour la stabilisation de la République et pour la stabilisation des symboles de la République, dont le vote. Mas a escola é extremamente importante para a estabilização da República e dos seus símbolos e, principalmente, do voto. Donc on apprend aux petits Français à bien voter, à voter selon sa conscience, à ne pas vendre son vote, etc., comme un grand devoir du citoyen. Le citoyen, c'est celui qui paye ses impôts, qui va à la guerre, qui respecte les lois et qui vote selon sa conscience. E os francesinhos vão então aprender a votar corretamente, a valorizar o seu voto, a votar conscientemente, a não vender o seu voto e ser automaticamente cidadãos. O cidadão é aquele que paga os seus impostos, que vai à guerra e que vota conscientemente. Et puis alors, dernière image du vote, alors ça c'est donc au contraire une image de 1913. Última imagem então do voto, uma imagem de 1913. Alors c'est au moment justement de l'installation des premiers isoloirs. É quando vão então ser instaladas as primeiras cabines. Vous voyez, bon, c'est dans un bureau de vote, il y a la République qui est là, il y a l'urne qui est là. Vocês veem aqui os símbolos da sala de votação, com a efígie da República e a urna. Avec le costume régional breton ici. Vocês veem aqui as roupas típicas da Bretanha. Et donc c'est une photo, c'est une image en couleur, donc parue dans un journal catholique. Ou seja, uma imagem a cores, foi publicada em um jornal católico. Et qui critique justement l'isoloir, et tout le monde rit, hein, effectivement, donc on se demande ce qui va se passer derrière, etc. Et donc c'est un objet effectivement de rire et de critique de la part de l'opposition. Que na realidade é uma charge em relação às cabines de isolamento, onde aparecem as pessoas rindo, abaixadas, numa posição ridícula, é de se perguntar o que está acontecendo atrás daquelas cortinas, ou seja, é obviamente uma imagem de oposição. Donc voilà l'un des exemples justement où vous obligerez nos agriculteurs. Então, dos exemplos justamente de argumentos dados contra essas cabines é que a cabine de isolamento, recusada por medo dos excessos possíveis,
levava o argumento: essa cabine, esse lugar de isolamento, será que não serão o local inicial de todas as desordens, sem contar as fraudes que podem ali comprometer? A cabine de isolamento e o eleitor, voltados loucamente um para o outro, vocês obrigarão nossos agricultores com seus dedos grosseiros e espessados pelo trabalho dos campos a fazer deslizar um envelope em um local mais ou menos obscuro, ou seja, uma cédula dobrada em 4. Voilà, bon, il y en a des kilomètres dans les débats parlementaires, puisque, comme je vous l'ai dit, la question de l'isoloir dure pendant 40 ans. Il y a 40 ans donc, de débats parlementaires sur la question du vote secret. Ou seja, teria quilômetros de textos dessa natureza, porque esse debate durará 40 anos. Alors bien entendu, le vote secret... pardon? Les lapins, mais attends, les lapins, on va venir... Bon. Et donc, pour terminer donc, sur cette question du vote secret... Para terminar então esse ponto do voto secreto, alors l'Église est contre le vote secret. a igreja é contra o voto secreto, En règle générale, l'Église française est très conservatrice porque de forma geral a igreja francesa é muito conservadora et va donc également défendre l'idée non pas d'un citoyen individualiste, mais d'un citoyen justement qui fait partie d'une communauté. e vai então defender a ideia não de um cidadão individual, mas de um cidadão como membro de uma comunidade. Et l'un des arguments, c'est de dire aux chrétiens, de toute manière, dans l'isoloir, Dieu continue à te voir. E um dos argumentos será: dentro da cabine, Deus continua a olhar-te. Bien, alors vous voyez que il y a toute une série donc, de moyens pour faire de ces Français, dont certains effectivement ont pris les armes pour réclamer le droit de vote. Vocês veem então que há toda uma série de mecanismos para fazer com que esses franceses, dentre os quais alguns realmente tiveram que pegar em armas para defender o direito de voto, Mais dont d'autres n'ont pas effectivement réclamé ce droit, et ce droit leur est arrivé. mas que conviviam com outros na sociedade que não haviam pedido por esse direito e o haviam recebido. Et donc c'est un ensemble d'institutions, d'interactions qui vont en quelque sorte faire des Français des électeurs. E há uma série de interações, então, dessas diferentes forças que vão transformar os franceses em eleitores. Et inversement aussi, hein, c'est-à-dire que les électeurs vont devenir également français en votant, c'est-à-dire l'idée effectivement d'une conscience nationale, avec notamment également ce rituel du vote donc le dimanche, sur toutes les parties du territoire national. E a recíproca é verdadeira, porque em votando o indivíduo se tornava francês, o eleitor então tinha sua nacionalidade, digamos, ratificada, sua noção de nacionalidade. E dentro de todo esse ritual do voto praticado aos domingos, segundo as boas práticas, em praticamente todas, ou melhor, em todas as regiões da França. Et donc avec cette question qui est toujours au cœur du suffrage universel, hein, qui s'appelle, et qui est le balancement entre la loi du nombre d'un côté et la peur du nombre, du caractère déraisonnable du nombre. Então, até hoje se verifica essa questão que, por um lado, é o medo dos números, o medo do resultado, e, por outro lado, há, digamos, o aspecto... o aspecto louco, entre aspas, dos números, que eles podem revelar. Et donc, par exemple, là aussi, il y a des textes de Jules Ferry qui, pendant l'Empire, dénoncent la paysannerie en disant que les paysans sont des imbéciles, sont des abrutis, ce sont des gens qui se sont donnés à l'Empire. Ou seja, uma série de textos de Jules Ferry que vão denunciar os colonos, os camponeses, como sendo pessoas toscas, sem cultura, sem capacidade de exercer o seu voto, que vão se vender para o Império. Et qui progressivement, lorsque les paysans deviennent républicains, au contraire, trouvent que les paysans, c'est justement la base de la République conservatrice, et donc c'est l'assise véritablement sur laquelle s'appuie la République. E na medida em que esses camponeses se vão tornando republicanos, vão ao contrário, então, valorizá-los e dizerem que a base dessa república é justamente essa classe camponesa. Alors, voilà par exemple une représentation donc, typique du paysan
donc des années 1870, lorsqu'il n'est pas encore devenu républicain. Aqui vocês têm uma representação do camponês ainda no ano de 1870, quando ele ainda não é republicano. Vous voyez, donc il a des sabots avec de la paille dedans, il a un bonnet, il a l'air complètement ahuri. E vocês veem, ele tem tamancos cheios de palha, tá com seu boné de camponês, e está com um ar completamente embrutecido. Et puis, vous avez autour de lui, donc, des gens qui essayent de le faire boire, liqueur électorale. E vocês têm ao redor dele pessoas que estão tentando fazer o licor eleitoral. Et donc là, vous avez les partisans de l'empereur. E aqui vocês têm então os correligionários do imperador. Là, c'est la dynastie des Orléans. Ali a dinastia dos Orléans. Et ça, c'est la branche aînée des Bourbons. Donc, ce sont les trois prétendants au trône de France. E aqui então os mais velhos, os descendentes dos Bourbons, os três, digamos, candidatos aos três que disputam o governo da França. Donc vous voyez, c'est 1800, c'est juste après donc, la guerre de 70, c'est 1874, quelque chose comme ça. Isso aí data mais ou menos de 1874, logo após a guerra de 1870. Et alors, au contraire, 40 ans plus tard, Contrariamente, 40 anos mais tarde, eh bien, vous avez donc le député qui va à la chasse, vocês veem aqui o deputado que vai caçar, et au contraire, le paysan qui le regarde, il y a toujours les sabots, bon, mais qui le garde d'un air quand même un peu plus imposant en disant, bon, effectivement, on n'attrape pas les électeurs comme ça. E aqui vocês veem então o eleitor ainda dotado de seus tamancos, ou seja, bem caracterizado ainda como camponês, mas olhando com ar altivo, né, aquele deputado, como se dizendo, vocês veem, não é mais daquela forma antiga que se caçam, que se apreendem os eleitores. Donc ça veut dire désormais justement que la représentation à la fois de l'électeur n'est plus cette espèce d'idée qu'on peut lui faire avaler tout, mais au contraire qu'il y a eu progressivement une espèce de forme, disons, de politisation au sens général du terme. Vocês veem que o camponês não é mais apresentado como alguém a que se pode vender qualquer ideia, mas ao contrário, nota-se o surgimento de uma politização no sentido amplo do texto. Alors pas bien entendu politisation au sens restreint du terme, la connaissance véritablement très précise, donc des débats politiques et des enjeux politiques. Não politização no sentido fechado do termo, ou seja, conhecimento dos debates políticos. Mais disons l'apprentissage de la patience d'abord. Mas o aprendizado da paciência em primeiro lugar. Et la canalisation vers le vote justement d'un certain nombre donc de passions. E da canalização para o voto de certo número de paixões. Et puis la capacité aussi justement à négocier avec le député. E a capacidade também de negociar com o seu deputado. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ce travail va effectivement donc, durer, disons, une quarantaine d'années. Este trabalho vai durar mais ou menos uns 40 anos. Donc si j'avais le temps, il faudrait que je revienne à la fois sur tout ce qu'on a fait également sur l'histoire des objets. Então, se eu tivesse tempo, eu queria retornar aqui sobre a história dos objetos eleitorais que eu já havia falado J'ai recentemente. parlé de l'isoloir, il faudrait parler de l'urne, il faudrait parler de l'organisation du bureau, etc. etc. Eu falei da cabine, mas eu deveria ter falado da urna, ter falado da organização da sala de voto, ter falado da própria cédula. Tout ce que Garrigou a appelé les biens d'équipement politique. Tudo que foi chamado os bens do equipamento político por Garrigou. Et puis également, il faudrait aussi réfléchir sur l'utilisation possible du terme de rituel, par exemple, pour caractériser les élections. E também deveríamos refletir sobre o termo ritual para caracterizar as eleições. Alors, notamment, la Troisième République française n'a pas voulu mettre sur pied de religion civique. A Terceira República Francesa não quis instaurar, então, uma religião cívica. Vous savez que la première révolution, au contraire, avait fait des espèces de grandes fêtes religieuses. Você sabe que a primeira revolução, ao contrário, havia feito uma espécie de grandes festas religiosas. Et donc, la Troisième République, au contraire, notamment c'est les travaux d'Olivier Hill sur la fête républicaine. E a Terceira República, contrariamente, esse é o objeto dos trabalhos de Olivier Hill, montre que justement cette République veut à la fois rester proche des citoyens, mais être relativement austère, sans utiliser justement la matrice religieuse. Mostra que essa Terceira República quer ficar próxima do cidadão, mas sem utilizar aquela bateria de recursos representada
digamos, pela religião. Donc ni religion laïque, Nem religião laica, ni république américaine dans laquelle In God We Trust, donc avec la référence à Dieu. e nem uma república americana com a frase, sobre como se chama, sobre o lema, In God We Trust, ou seja, uma religião, uma república religiosa. Et il y a donc dans quelques textes, notamment des ministres de Jules Ferry, l'utilisation de la métaphore religieuse et notamment en tous les cas, de l'imposition d'une forme de rituel laïque. Numa série de textos de Jules Ferry, algumas evocações a formas religiosas, mesmo que de uma forma laica. É preciso inspirar a criança um respeito quase religioso por esse grande ato que é o voto. É necessário que isso se torne, na criança, como uma espécie de instinto adquirido, de forma que, quando se tornar um jovem cidadão e chegar o momento de aproximar-se desta simples caixa de madeira colocada sobre a mesa de voto, ele tenha alguma coisa desta emoção que ressentem ou que sentem aqueles que creem quando se aproximam do altar. Là, c'est malgré tout quelque chose qui n'est pas forcément très répandu, mais c'est aussi, d'une certaine manière, comme on l'a vu dans la représentation du manuel scolaire, en tous les cas, inspirer le respect. Não é algo assim, extremamente calcado, digamos assim, na pedagogia da época, mas é uma forma, como eu havia mostrado antes, de evocar o respeito. Ce qui veut dire effectivement que le vote est plus un devoir qu'un droit. Que mostra que o voto é mais um dever do que um direito. Alors rapidement, comment justement les Français ont-ils accepté progressivement le vote? On s'en aperçoit avec la montée donc, de la participation électorale et de l'inscription sur les listes électorales à la fin du siècle. Então, como é que poderíamos ver a forma através da qual os franceses aderiram ao voto? Em primeiro lugar, é possível ver pelo número de pessoas votantes e pelo número de adherentes, digamos, de adesões às listas. Et donc, avec l'accompagnement d'un ensemble d'institutions, l'école, l'église, la presse. E com acompanhamento de um certo número de instituições, escola, igreja, imprensa. Et avec, je crois, la contribution politique de deux choses principales. E também penso eu com a contribuição política de dois pontos principais. D'une part, l'importance des élections municipales. Por um lado, a importância das eleições municipais. Donc il faut savoir qu'en France, une municipalité, ça peut être aussi bien à Paris. E é preciso saber que na França, uma municipalidade pode ser uma cidade como Paris. Ou bien un petit village de 50, 100 ou 200 habitants. Ou vilarejo de 50, 100 ou 200 habitantes. À l'heure actuelle, nous sommes l'un des pays du monde dans lesquels il y a le plus d'émiettement municipal. Nós somos um dos países atualmente no mundo onde existe um maior número de municípios. Puisque nous avons 36 000 communes encore à l'heure actuelle. Pois nós temos ainda 36.000 comunas atualmente na França. Ce qui veut dire que la plupart, 30 ou 32 000, sont des communes de moins de 500 habitants. O que significa que a maioria dessas comunas, da ordem de 30 ou 32 mil, são comunas de menos de 500 habitantes. Et donc au niveau des communes, sous la Troisième République, il y a effectivement un très fort degré de réalité de l'acte électoral. E nestas pequenas comunas existe um imenso grau de realidade do ato eleitoral. C'est pas quelque chose de lointain, c'est pas quelque chose de mystérieux, on voit tout de suite, c'est en quelque sorte les oppositions locales qui se transforment en opposition électorale. Não se trata de algo abstrato ou difícil de perceber, ao contrário, ali as pessoas convivem com as oposições locais que logo vão se transformar em oposições eleitorais. Avec une réinterprétation locale des débats nationaux. Uma reinterpretação local dos debates nacionais. C'est-à-dire que ce n'est pas des questions abstraites, mais ça devient l'opposition bien connue entre l'instituteur et le curé. Ou seja, não se trata de nada de abstrato, ao contrário, é a oposição, por exemplo, entre o padre e o professor primário da escola. Ça peut être éventuellement l'opposition entre les petits et les gros agriculteurs. Ou, por exemplo, a oposição entre os pequenos e os grandes agricultores.
Donc je crois que là aussi, il y a une fondation véritablement très municipale du suffrage universel. Aqui temos mais uma vez fundamento muito importante do sufrágio universal. Bon, et puis en deuxième lieu, bien entendu, il y a le travail politique, donc à la fois des notables et des professionnels de la politique. E há também o trabalho político dos notáveis do mundo político e dos profissionais do mundo político, Avec une démocratisation progressive du recrutement. uma democratização progressiva do recrutamento. Pour aller vite, les notables, ce sont plutôt des grands propriétaires fonciers. Então, para resumirmos, o que poderíamos chamar notáveis são grandes proprietários de terra, por exemplo. Les élites républicaines vont être plutôt des professions libérales, des intellectuels et des professeurs. As elites republicanas vão ser constituídas de intelectuais, de grandes profissionais liberais. Et ensuite, à la fin du siècle, quand vont apparaître les mobilisations socialistes, E no final do século, quando vão aparecer as mobilizações socialistas, le recrutement, à ce moment-là, devient à la fois ouvrier, petit paysan, instituteur, journaliste et intellectuel. o recrutamento vai atingir, então, os camponeses, os pequenos operários, os pequenos agricultores, os professores primários e os jornalistas. L'un des E exemples, os intelectuais. c'est effectivement Jean Jaurès, Jean Jaurès é dos melhores exemplos. puisqu'effectivement il vient d'une famille de paysans et il est lui-même donc universitaire, professeur d'université. Pois ele vem de uma família de Petits ouvriers, pas paysans. pequenos camponeses e vai se tornar professor universitário. Alors, j'ai résumé rapidement justement au tableau ici, avec donc 4 cases possibles. Eu resumi aqui neste quadro Disons la question de l'échange politique au XIXe siècle. a questão das trocas políticas no século XIX. Par rapport à la mythologie républicaine, comme quoi l'ensemble des électeurs auraient accepté la démocratie, etc., etc. Isso em relação à mitologia eleitoral, segundo a qual os eleitores teriam aceito sem problema a eleição. Je crois qu'il faut effectivement, et les archives le montrent, et tous les travaux que nous avons menés le montrent, effectivement cette case-là. Os arquivos e todos os trabalhos realizados neste campo mostram que esta casa aqui do quadro Et pourrait-on dire la case donc légitime démocratique. é a casa legítima democrática. En effet, privé et public, ça correspond aux biens qui sont échangés dans l'élection. A noção de privados e públicos são os bens trocados, negociados nas eleições. Et ici, divisible ou indivisible, ça veut dire que c'est pour un ensemble d'individus. Et donc, l'idée que dans une élection, on échange d'abord et avant tout des biens publics qui sont pour l'ensemble ou une partie de la population. E aqui a noção de divisível e indivisível. Indivisível significa aquilo que se destina à coletividade. Você mostra então que essa negociação nas eleições é a negociação dos bens públicos em prol da coletividade. Ça veut dire qu'il faut avoir un programme. Ou seja, é necessário que haja programa. Alors, ça peut être un programme national, la laïcité, la liberté de réunion. Que poderá ser então um programa nacional, a laicidade, a liberdade de reuniões. Mais ça peut être aussi bien entendu des programmes spécifiques selon les classes sociales, par exemple la journée de 8 heures pour les ouvriers. Ou talvez programas específicos para classes sociais, a jornada de 8 horas, por exemplo, para os operários. Ou bien éventuellement le protectionnisme agricole pour les paysans. Ou o protecionismo agrícola para os camponeses. Puis bien entendu aussi, ce qui est très important, c'est des programmes locaux, par exemple de développement local, notamment les chemins de fer. En France, c'est très important. Pourquoi on appelle les chemins de fer électoraux. E as questões locais das pequenas comunidades é muito importante. Por exemplo, as linhas de trem na França tiveram uma importância muito grande nesse processo, chegaram a ser chamadas de linhas de trem eleitorais. Et donc, l'image générale que l'on trouve bien souvent dans les livres d'histoire politique commémoratifs de la République, c'est, eh bien, ça a été ça. Le programme républicain s'est appliqué, les républicains ont fait voter des réformes et les électeurs ont suivi. Então, as imagens encontradas nos livros de ciência política que mostram, digamos que festejam a República, encontram justamente naquela quadra, naquela casa do quadro. Ou seja, foram instaurados bens
públicos para a coletividade, isso entusiasmou a coletividade que aderiu a esse, digamos, a esse processo. Bon. On s'aperçoit justement en fouillant dans les archives que certes, il y a effectivement donc une partie du personnel politique qui a fait ses campagnes assez rapidement sur ce modèle-là. Verificando os arquivos, vai se notar que muitos profissionais da política realmente fizeram a sua campanha calcada neste ponto. Mais également que vous avez, d'une part, un système d'enrôlement forcé, de pression qui continue à exister. Mas ainda existe um sistema de inscrição forçada nas listas e de participação forçada igualmente. Et vous avez également des formes plus traditionnelles, notamment d'échanges à partir notamment des formes de clientélisme français. Formas de troca mais tradicionais, que são as formas do clientelismo francês. Même si l'État français, justement, est vraiment offre beaucoup moins non. Je reviens en arrière. Vous avez donc effectivement des échanges clientélistes qui vont effectivement, dans certaines régions de France, amener également les gens à pratiquer donc, le vote. Você tem uma série de trocas, então, de negociações clientelistas que vão levar, em algumas regiões da França, o povo a praticar o voto. Alors, par exemple, ici, c'est quoi? Dans les biens privés divisibles. Quando se fala em bens públicos divisíveis, do que estamos falando? C'est simplement le fait que vous avez un certain nombre d'hommes politiques, généralement riches, installés dans leur région. Há uma série de homens políticos de uma determinada região, homens ricos e ali implantados, qui vont dans le cadre de l'élection à la fois donc utiliser leur fortune personnelle, que vão utilizar sua fortuna pessoal para serem eleitos, vão investir na sua campanha. Alors ça peut être effectivement donc la distribution continue ou électorale donc d'un ensemble de biens, ça peut être de l'argent. Vai ser a distribuição contínua ou em época eleitoral de um certo número de bens, por exemplo, dinheiro. Comme je vous parlais tout à l'heure du baron de Mâcon, c'est la femme du baron de Mâcon qui entretient, qui va visiter les gens, qui offre des cadeaux, qui donne des vêtements, des chaussures pour les enfants. Anteriormente, eu havia falado do barão de Mâcon, a sua mulher ia para visitar as comunidades pobres, distribuía presentes, roupas, sapatos para as crianças. Ça peut être aussi bien entendu le notable qui effectue des transactions, qui fait des démarches administratives, qui écrit pour les électeurs. Poderá ser também o notável que toma, digamos, que entra nessa campanha política, que escreve cartas a seus eleitores. Et ça, je pense que vous imaginez assez bien, parce que c'est une pratique également que vous devez connaître ici. Mas isso eu acho que vocês podem imaginar, porque certamente é uma prática que existe aqui no Brasil também. Alors, je crois qu'il faut faire attention justement pour cela, parce que parfois c'est quelque chose qui est forcé, avec une pression. Eu acho que é importante prestar atenção nesse ponto, porque às vezes isso acontece de forma forçada, ou seja, sob pressão. Mais dans un certain nombre de lieux de la France, où il n'y a pas de concurrence électorale. Mas em muitos lugares da França onde não há concorrência eleitoral, c'est une forme de domination normale. É uma forma de dominação normal. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, même si les adversaires dénoncent, il y a presque une unanimité de reconnaissance, dans tous les sens du terme, pour le notable. On est reconnaissant depuis plusieurs générations et c'est normal qu'on vote pour lui. Nesses locais, mesmo havendo um grande protesto por parte da oposição, a população continua votando para os notáveis do local, no sentido mais amplo do termo reconhecimento que se tem por essa família, por essa pessoa, há gerações, muitas vezes. Donc ça veut dire, si vous voulez, c'est lorsque le système ne fonctionne plus bien, à ce moment-là, on voit apparaître les pressions. É quando o sistema não funciona mais como desejam essas pessoas que começam a surgir as pressões. Et donc à ce moment-là, les trois pressions principales que l'on voit apparaître dans les archives. As três pressões principais que se vê então aparecerem nos arquivos. Alors c'est d'abord les pressions administratives. São em primeiro lugar as pressões administrativas. Alors notamment c'est celles qui sont le plus souvent dénoncées sous l'Empire. Que são as mais frequentemente denunciadas durante o Império.
mais également on les trouve aussi sous la République. mas que vão surgir também na República. Notamment les fonctionnaires de la République sont considérés comme devant voter pour le gouvernement. Os funcionários públicos na República são considerados eleitores potenciais do governo de citação. Ensuite, c'est bien entendu les pressions économiques de la part soit du grand propriétaire, soit du chef d'entreprise. Pressões econômicas também dos grandes proprietários de terras e dos chefes das empresas. Qui va effectivement menacer soit les ouvriers, soit de les renvoyer, soit éventuellement on va faire de mauvaises affaires, on va être obligé de fermer l'usine, il y a toute une série donc, de pressions à la fois matérielles et psychologiques. Que vão então ameaçar os seus trabalhadores com o desemprego, ou seja, com as demissões, ou com os maus resultados possíveis que advirão da mudança política para a empresa, que levará, por consequência, ao desemprego. Voire éventuellement un encadrement jusqu'à la salle de vote, une espèce de voto do cabresto. Ou, digamos, cortejo de eleitores que vão ser acompanhados até a sala de voto, o voto a cabresto, como se conferencia. Avec notamment, bon, c'est le régisseur du grand domaine, ou bien c'est les contremaîtres de l'usine qui amènent donc les ouvriers à voter. Onde o capataz da propriedade, ou então os contramestres de uma fábrica, por exemplo, que vão acompanhar os operários ou os camponeses até a sala para ver os votantes. On va essayer de retrouver justement une caricature de l'époque qui montre ce vote. Eu vou tentar encontrar aqui uma caricatura da época que mostra esse voto. Et donc qui bien souvent aussi est organisé avec de l'alcool. Que muitas vezes é organizada também com a imagem do álcool. C'est-à-dire que les cafés sont ouverts gratuitement. Os cafés ficam abertos gratuitamente. Et éventuellement, on peut aussi faire pression sur les gens en les saoulant et en les amenant ivres justement dans le bureau de vote. E é uma forma de pressão também utilizada de embebedar os eleitores e acompanhá-los até a sala de voto. Même si en principe le code électoral prévoit qu'on ne peut pas rentrer dans le bureau de vote si on a une arme ou si on est ivre. Mesmo se a Constituição prevê que não é possível entrar na sala de voto quando se porta uma arma ou quando se está bêbado. Donc voilà, ça c'est une affiche républicaine. Aqui vocês têm então um cartaz republicano. Et donc vous avez donc les lapins qui représentent les électeurs. Vocês veem os coelhinhos que representam os eleitores. Et donc avec qui ont le bulletin de vote du comte de Greffule. Aqui tem, já trazem a cédula do Conde de Greffule. Donc vive notre protecteur. Viva nosso protetor. Vive le père des lapins. Viva o pai dos coelhos. Vive Greffule, etc. Viva Greffule. Et donc voilà, en quelque sorte, donc, les candidats qui le soutiennent avec toujours donc, le partisan de l'empereur avec l'aigle impérial, le curé, etc., et les notables. Aqui, e vocês veem por um lado, então, aqui, os seus correligionários, os representantes do Império, com a águia imperial. Et donc il dit, enfin nous les tenons. E que dizem, finalmente os temos na mão. Mais la République est là, pas encore. Mas a República está ali que surge para dizer, ainda não. Effectivement, et donc c'est Humbert, candidat républicain. E ali, Humbert, candidato républicain. Alors attention, cette affiche-là, c'est quand même quelque chose qui est très rare, parce que ça coûtait très très cher, c'est une affiche en couleur. Cartaz como esse era algo muito caro e por isso muito raro na época, cartaz impresso a cores. Alors en règle générale, c'est beaucoup moins joli, vous voyez, c'est plutôt des choses comme ça. Avec les mauvaises, c'est un paquet, messieurs et chers concitoyens, avec le programme très serré. Et donc, en fait, c'est 90 ou 95% des affiches électorales, c'est plutôt comme ça. Normalmente, 90 a 95% dos cartazes eleitorais são como esse aqui, dessa transparência, que infelizmente não está clara, onde aparece uma condensação do programa, ou seja, puro texto. Essa é a forma clássica. Je devais avoir celle de Victor Hugo en 1848, c'est aussi un placard comme ça, épouvantable, très difficile à lire. Eu gostaria de encontrar aqui a de Victor Hugo, de 1848, que é Eu vou deixar para vocês, enquanto termino, vou deixar a figura dos coelhos. Alors, il y a notamment certaines régions, il y a toute une série d'anecdotes sur la Bretagne où, notamment, il est dit, selon la légende, on ne veut pas d'élections sèches en Bretagne. Existe uma série
uma série digamos, de brincadeiras em relação às eleições locais, ou melhor, regionais na França, por exemplo, no caso da Bretanha, onde se diz não queremos eleições secas. Et donc ça veut dire qu'effectivement les deux candidats se rencontrent sur le quai de la gare en disant nous n'aurons pas d'argent mais nous serons obligés de payer à boire. Nessa caricatura aparecem os dois candidatos na estação de trem que se encontram e declaram um ao outro: nós não temos dinheiro, mas vamos ser obrigados a pagar a bebida para toda essa gente. Alors, dernier type de pression, c'est bien entendu les pressions religieuses aussi, qui sont notamment dénoncées par les républicains. O último tipo de pressão ainda são as pressões religiosas denunciadas igualmente pelos republicanos. Et donc, pour reprendre l'expression de Weber, E para retornar então à expressão de Max Weber, c'est effectivement la menace de privation des biens de salut. é a ameaça da privação dos bens de salvação. C'est effectivement donc on menace les gens qui ne votent pas ou qui voteraient mal, notamment en faisant pression sur les femmes, en disant si votre mari vote mal, à ce moment-là, je ne baptiserai pas vos enfants, votre mère ne sera pas enterrée à l'église, votre fille ne sera pas mariée à l'église. Bon, ça marche essentiellement pour les gens qui croient. Donc, combien est-ce qu'il y a ce genre de pression? C'est très difficile. En tous les cas, on en trouve trace dans les archives. Os arquivos registram então essas pressões feitas pela igreja, onde especialmente as mulheres são vítimas dessas declarações, onde os religiosos as ameaçam de não batizar os filhos, de não poderem casar suas filhas na igreja, de não poderem enterrar os membros da família, segundo o culto em prática, se o marido dela, por exemplo, não votar corretamente. Ou seja, não são a maioria essas denúncias, mas são denúncias que figuram nos arquivos. Et ici, donc, vous avez les biens indivisibles, c'est au lieu que ce soit adressé à une personne en particulier, c'est adressé à des collectivités. E quando se fala então dos bens indivisíveis, ao invés de dirigir essas pressões a uma pessoa, se dirigem a toda a comunidade. Et on retrouve des traces, par exemple, de dénonciation d'un chef d'entreprise, d'un contremaître qui aurait pris la parole donc, avant les élections en menaçant l'ensemble des ouvriers, par exemple. E se encontram então testemunhos ainda, denúncias falando de capatazes ou contramestres de fábricas que antes das eleições haviam então tomado a palavra e ameaçado coletivamente os seus subordinados. Bon, et ici, donc, on est en présence donc, de biens publics, c'est-à-dire qu'en quelque sorte c'est sur le budget de la municipalité ou sur le budget de l'État. E quando se fala então dos bens públicos, essas pressões tratam do orçamento da municipalidade ou do Estado. Donc c'est à la fois des promesses, c'est à la fois au contraire des menaces à chaque fois. Então trata-se de promessas e muitas vezes de ameaças. Donc à la fois pour des emplois, pour des décorations, etc. Muitas vezes o que tange ao emprego, outras vezes as condecorações. Il faudrait bien entendu là aussi essayer de réfléchir, mais je n'ai pas le temps de le faire, sur la possibilité d'un clientélisme, d'un patronage d'État en France. Seria necessário refletirmos sobre a possibilidade de clientelismo de Estado na França. Infelizmente eu não tenho tempo de desenvolver esse tema agora. Et donc il est malgré tout relativement limité au niveau de l'État. Em nível do Estado, isso é bastante limitado na França. Parce que l'État en France, justement, va devenir une espèce d'appareil autonome avec donc le recrutement par concours. Pois o Estado na França vai se tornar um equipamento autônomo, especialmente com as nomeações mediante concurso. Par contre, il est beaucoup plus développé au niveau municipal, où il n'y a pas de loi encadrant le recrutement de la fonction publique municipale. Mas esses artifícios vão ser muito mais usados no nível do município, onde não existe uma lei determinando as regras para as contratações de pessoal. Notamment, vous avez les travaux de Gilles Paulet qui montrent bien, par exemple, qu'il y a une possibilité de clientélisme municipal important jusqu'au milieu des années 1930-1940. E Gilles Paulet é um autor então, que mostrou bem os riscos de clientelismo municipal até os anos de 1930 e 1940. Bien, alors je termine bien entendu en insistant sur le fait que pour qu'il y ait des électeurs, il faut également qu'il y ait des individus donc, qui deviennent des professionnels de la politique.
Eu termino dizendo, então, que para que haja eleitores é necessário que haja também profissionais da política. Et qui vont progressivement, bien entendu, inventer, réinventer des techniques d'échange électoral. Que vão progressivamente, então, inventar e reinventar técnicas de trocas, negociações eleitorais, En s'appuyant à la fois sur les formes classiques du clientélisme, baseando-se nas formas clássicas do clientelismo, et sinon, bon, bien entendu, les deux grands moyens qui dominent l'échange électoral français jusque dans les années 1960, ou se não, os dois grandes meios eleitorais que vão dominar as eleições, digamos, o campo das eleições na França até 1960, c'est à la fois donc la propagande par voie d'affiche. a propaganda por cartazes. Effectivement, donc les murs sont pleins d'affiches lors des campagnes électorales. As paredes são cobertas de cartazes quando das eleições. Et puis également l'utilisation des journaux. Chaque homme politique essaye d'avoir un journal. A utilização também dos jornais. Cada candidato tenta dispor do recurso de um jornal. Et puis, en deuxième lieu, c'est effectivement aussi, bien entendu, l'utilisation du meeting, de la réunion publique. Vous avez des centaines et des centaines de réunions publiques. E, em segundo lugar, então, os comícios, as reuniões públicas que se multiplicam por centenas. Et c'est un moyen, donc là aussi, de socialisation très très fort, mais également véritablement de lieu de sociabilité, d'échange à la fois de cris, parfois de coups. É um meio, uma socialização bastante importante, bastante, digamos, dessas trocas, mas também um local de encontros, de trocas pessoais. Et en fait, lorsque l'on dit « Ah, les campagnes électorales étaient beaucoup plus dignes il y a 100 ans, on discutait véritablement de choses sérieuses par rapport aux choses futiles dont on débat à la télévision », E quando se fala, por exemplo, que 100 anos atrás as campanhas eram muito mais dignas, porque se discutiam coisas sérias, os palanques, ao invés de discutir as futilidades que se vê hoje na televisão. je suis toujours dubitatif. C'est-à-dire que là aussi, je pense qu'on peut comparer, mais on ne peut pas mesurer. Je crois qu'on est dans un monde différent, justement. Et je ne dirais pas que les campagnes anciennes étaient meilleures ou pires que les campagnes actuelles. Eu fico sempre em dúvida, eu acho que as campanhas eram diferentes, mas que é possível comparar, mas não medir. Não existe mensuração possível. Nós vivemos hoje num mundo diferente, ou seja, as campanhas são diferentes, mas não dá para dizer se são melhores ou piores do que as campanhas de 100 anos atrás. Alors, dernier point en 2 minutes. Em 2 minutos, o último ponto. Effectivement, le troisième volet, c'est corps électoral, électeur, électorat. É o terceiro corpo, digamos, dessa discussão. Em primeiro lugar, corpo eleitoral, eleitor e eleitorado. Et donc ça veut dire, si vous voulez, à partir des multiples voix qui se sont portées sur de multiples candidats, E a partir das múltiplas vozes que se levantaram por múltiplos candidatos, il y a un travail d'agrégation et d'explication, existe um trabalho de agregação e de multiplicação, alors, qui tient au fait, d'une part, que les partis politiques français sont très peu nationalisés, sont très peu nationaux, que se devem ao fato dos partidos franceses serem muito pouco nacionais, sauf le Parti socialiste qui est le premier en quelque sorte à donner un chiffre de ses voix. exceção feita ao Partido Socialista, que é o primeiro a expor ao número de filiados. Et donc vous avez un travail d'appropriation de ces voix en disant, bon ben voilà, il y a tant de millions de gens qui ont voté pour des candidats extrêmement différents, mais on va en faire un chiffre unique, on va en quelque sorte les réunir et expliquer ce qu'ils ont voulu dire. Então vemos milhões de pessoas que devem seu voto a diferentes candidatos e para compreendermos o fenômeno, eles vão então ser reunidos e